Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'aurai 3 questions successives. La première qui est au cœur de cette commission, sur les outils de prévision de recettes fiscales. Est-ce que vous considérez qu'ils sont devenus imparfaits, qu'ils doivent être corrigés? Et avez-vous connu par le passé de tels écarts dans les prévisions par rapport aux exécutions de recettes? Alors oui, ils doivent être corrigés, bien entendu, monsieur le député. À partir du moment où il y a eu un écart à la prévision de 42 milliards d'euros sur les recettes, je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est d'aller s'interroger sur le modèle qui aboutit à un tel écart. Je rappelle néanmoins que l'intégralité des recettes fiscales en France, c'est de l'ordre de 1 200 milliards. Je ne veux pas relativiser les 42 milliards, mais je les rapporte quand même à l'intégralité des recettes qui sont de l'ordre de 1 200 milliards. La troisième chose que je veux souligner à nouveau, c'est que d'autres pays ont connu exactement, et tout à l'heure Mathieu Lefebvre a posé cette question, ont connu exactement la même situation, 57 milliards d'euros en Allemagne. Donc ma réponse est clairement oui, on doit évidemment regarder de très près pourquoi les modèles ont failli. Les modèles ayant failli, c'est toute la trajectoire de rétablissement des comptes qui s'en est trouvée bouleversée, ça ne peut pas se reproduire. Il est arrivé qu'à une seule reprise, ou deux, je crois, je suis prudent, au cours des 30 dernières années, d'avoir des écarts aussi significatifs par rapport aux recettes, il faut interroger les modèles. Merci. Vous avez pointé la responsabilité des collectivités locales dans le dérapage actuel des déficits. Cela a suscité de vives réactions, puisque les collectivités, c'est 8-9% de la dette totale, un pourcentage qui est stable. Loin des 1 000 milliards de dettes, Monsieur le Ministre, accumulées sous votre ministère, certes 400 milliards Covid, mais 600 milliards hors Covid. Vous le savez, nos collectivités doivent voter des budgets en équilibre. Donc, est-ce que vous reconnaissez une maladresse, voire une erreur dans vos propos? Oui, une maladresse certainement, puisque ça a été mal compris. Donc, quand quelque chose est mal compris, je pense qu'il est bon d'aller au bout de son raisonnement. Mais ce qui m'intéresse plus que tout, c'est l'intérêt de la nation française et l'intérêt des Français. Et donc, même si je dois me prendre encore beaucoup de coups dans la figure, je ne renoncerai pas à dire la vérité et à regarder les choses en face. On ne peut pas dire que c'est uniquement en taillant dans les dépenses de l'État qu'on rétablira les comptes publics de la nation. C'est un mensonge. Et moi, j'aime la vérité. Et je préfère dire des choses en face à nos compatriotes. La première nécessité est de revoir notre modèle social et nos dépenses de retraite. Donc on peut évacuer le débat, en disant tout ce qui est social est bien et les retraites on ne veut pas y toucher. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'on veut rétablir les comptes publics en France. La deuxième chose, c'est que même si elle ne compte que pour 20% de la dépense publique, est-ce que sérieusement vous pensez qu'on peut dire que toutes les collectivités locales sont bien gérées? Est-ce que franchement on peut dire ça? D'ailleurs, même mon voisin Éric Ciotti, qui a peut-être des arrière-pensées, répond non. Je ne sais pas à qui Éric Ciotti fait allusion, mais je constate que vos rires en témoignent. Personne ici ne peut dire sérieusement que toutes les collectivités locales sont bien gérées. Il y en a qui le sont très bien. Il y en a beaucoup qui font face à des situations extrêmement difficiles. Je pense en particulier aux maires des petites communes. J'étais 15 ans député d'une circonscription rurale. Et les 167 maires de mes communes, dans la première circonscription de l'Eure, je sais les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Mais je vois aussi des régions dans lesquelles on se paye encore 2 conseils régionaux. Enfin, je ne sais pas, j'ai beaucoup poussé la fusion de la Haute et de la Basse Normandie, et on garde un conseil régional à Caen et un conseil régional à Rouen. Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être des mesures d'économie qui sont possibles. Je constate que dans certaines grandes villes bien connues, où nous habitons aussi, nous avons des fonctionnaires qui sont plus importants que dans toutes les autres grandes villes de dimension comparable et dont le temps de travail, visiblement, n'est pas forcément conforme à ce qui est légalement souhaitable et nécessaire. Donc, regardons ça avec sérénité. Là où il y a pu avoir une maladresse de ma part, c'est effectivement de mettre tout le monde dans le même sac, c'est complètement faux. Je sais qu'il y a des départements aussi qui sont confrontés à la chute des DMTO parce que le marché immobilier est en difficulté. Que la question des mineurs isolés devient pour beaucoup de départements une question ingérable. Ingérable. Et que cette question des mineurs isolés, elle appelle effectivement une réponse forte, structurée, pour traiter le sujet. Donc ayons la sérénité de regarder les choses en face, de regarder le détail, mais ayons aussi l'ambition de se dire, si nous voulons vraiment rétablir les comptes en France, c'est notre modèle économique
et l'État-providence qu'il va falloir interroger. Dernière question. Nous partageons comme vous le fait qu'il aurait fallu voter un projet de loi de finances rectificative au printemps dernier. Nous l'avions réclamé dans notre groupe. Qu'est-ce qui a motivé le choix du Premier ministre de vous refuser ce PLFR? Vous dites que ce n'est pas l'approche des élections européennes. Vous dites que c'est peut-être un problème d'agenda parlementaire. Excusez, mais pendant le Covid, ma collègue me disait que vous aviez voté des PLFR très rapidement. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui a vraiment motivé ce refus, qu'on vous ait refusé ce PLFR? Et avez-vous pensé démissionner? Non. Non, parce que j'ai une éthique de responsabilité. Et je pense que la démission, d'abord, elle ne s'envisage pas quand les temps sont durs. Et surtout, elle ne s'envisage que lorsqu'on a un désaccord avec un objectif stratégique. Il n'y a jamais eu de désaccord avec le président de la République ou avec ses premiers ministres successifs sur l'objectif stratégique, désendetter, réduire le déficit, revenir sous les 3% de déficit public en 2027. Nous avons toujours, avec le président de la République, été parfaitement alignés sur le retour sur les 3% en 2027, condition du rétablissement de nos comptes et condition de notre crédibilité politique en Europe. Je pense que ça n'a pas changé. Ensuite, savoir qui prend la décision, il faudra poser la question à ceux qui rendent les arbitrages sur une loi de finances, pas le ministre des Finances qui décide si on fait une loi de finances rectificative ou pas. Le directeur de cabinet du Premier ministre Emmanuel Moulin vous l'a dit très clairement, c'est une décision qui est constitutionnellement prise par le Premier ministre après échange avec le président de la République. Je continue de penser que cette modalité était politiquement préférable. Elle ne changeait pas l'objectif stratégique de retour sous les 3% en 2027.